Quand je vous dis que plus ce podcast sera écouté, plus il aura de sens, eh bien cette capsule en est la démonstration. Parce que j'ai été contactée par Catherine Jolivet il y a quelques temps, qui a écouté les épisodes que j'ai consacrés au don d'organes post-mortem. Et en échangeant avec cette femme dynamique, je me suis dit que ce serait vraiment bien de faire une capsule complémentaire pour le 22 juin, qui est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et qui met en lumière les donneurs et les donneuses. Alors Catherine n'avait rien à voir avec le don d'organes et vous allez comprendre pourquoi en écoutant son histoire, elle a créé son association Aller la vie qui se mobilise sans relâche depuis bientôt 10 ans pour faire entendre le vécu et la parole des familles de donneurs. Son association représente des familles de donneurs d'ailleurs à l'agence de biomédecine dans le cadre d'une réflexion sur l'établissement de recommandations sur l'abord de ces familles. Catherine Jolivet a noué des liens forts avec une autre association qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique au Québec, qui s'appelle Chaîne de vie, dont la fondatrice Lucie Dumont a dit la chose suivante: le don d'organes est un acte de générosité extraordinaire qui change des vies, crée des liens invisibles entre les familles et renforce la solidarité humaine. J'avais envie de démarrer cette capsule sur cette citation et je vous souhaite bonne écoute. Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine, vous vivez dans l'Ain, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça ? C'est ça, oui, dans la région, dans une région qui s'appelle les Dombes. C'est donc entre Bourg-en-Bresse et Lyon. Et là-bas, vous êtes enseignante ? C'est ça, je suis enseignante dans un petit village, voilà, avec des petits élèves, des élèves de CE1, de 8-9 ans. Alors, votre époux est agriculteur. Oui. Et vous êtes parent de 3 enfants, Oui. 2 garçons qui se prénomment Pierre et le deuxième Alexis, qui est décédé. On va en parler plus longuement dans cette capsule. Et vous avez également une fille qui se prénomme Camille. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, Catherine, ce qui s'est passé pour qu'Alexis décède en 2015 et devienne donneur d'organes et déjà nous parler de lui, de quel garçon il était ? Oui, donc Alexis était un jeune homme très actif, presque hyperactif, je dirais. Il faisait plein de choses à la fois. Il avait passé 2 bacs pro agricoles. Il aimait beaucoup s'occuper des vaches laitières avec mon mari et de mécanique aussi. Et il venait de trouver du travail qui était un accident dans une coopérative agricole pour conduire des machines et aussi se former sur les moissonneuses-batteuses. Il travaillait aussi la nuit pour aller chercher des poulets dans les élevages, pour charger les camions, les canards, enfin bon. Il aimait faire 50 000 choses à la fois. Il pêchait des étangs aussi, voilà, avec les pisciculteurs de la région. Voilà, il faisait beaucoup de choses. Alors pourquoi est-ce qu'il est décédé brutalement à l'âge de 20 ans ? Il coupait du bois, il avait l'habitude, c'était un peu un passe-temps avec ses copains. Voilà, il coupait du bois dans les forêts. Et ce 8 mai, il est parti avec le tracteur de mon mari. Il est parti le matin couper du bois. Voilà, il est revenu à midi. Et mon mari devait éventuellement retourner avec lui l'après-midi parce que son copain n'était pas là, il était tout seul. Et mon mari n'a pas pu y aller l'après-midi, il avait autre chose à faire, dans une autre ferme d'ailleurs. Et puis en fin de journée, il me dit, mais va voir ce que fait Alexis parce qu'il sait que je dois traire les vaches et que j'ai besoin du tracteur pour traire les vaches. Je comprends pas, il est pas revenu. Donc là, je sais pas, ce coup de fil déjà, ça m'a vraiment beaucoup inquiété. Moi, il y avait mes 2 autres enfants à la maison. Et je leur ai dit, je vais voir ce que fait Alex. Et ma fille m'a dit, oh, mais Alex, il a dû partir avec ses copains, t'inquiète pas. Enfin,
Je n'ai pris que mon téléphone portable, ma voiture, et je suis partie. Voilà, mon mari m'avait dit, tu verras, tu vas le trouver. Il m'avait décrit où il était. Et déjà, je me suis trompée de route. Et ensuite, je suis arrivée là où m'avait dit mon mari, donc dans un petit chemin au fond des bois. Et je voyais rien. Et quand j'ai pris ce chemin, je sais pas, il y a eu comme un grand silence. Je me suis dit que notre vie allait basculer. C'est-à-dire? Il avait une tronçonneuse. Je me suis dit, je vais trouver du sang partout. Enfin bon. Et j'ai avancé dans le chemin et j'ai aperçu le tour du tracteur. Alexis n'était pas là. Bon, ça m'a un peu rassurée. Et je me suis approchée et j'ai entendu respirer très fort. Alexis était avachi sur le volant du tracteur. J'ai vu qu'il était un peu bleu à l'œil. Il respirait très bruyamment. Tout de suite, j'ai cru qu'il dormait. Enfin, bref, j'ai compris que ça n'allait pas du tout. J'ai appelé le SAMU, voilà, et tout s'est enchaîné. Voilà, les pompiers sont arrivés. Ils ont mis beaucoup de temps parce qu'ils trouvaient pas. Enfin, mon mari est arrivé en catastrophe. Bref, tout s'est accéléré et le SAMU est arrivé. Ils ont pris en charge Alexis. Bon, le médecin du SAMU a dit tout de suite que c'était très grave. Voilà, moi, je tournais en rond d'un côté, mon mari criait de l'autre. Enfin bon. Comment ça s'est organisé à partir de là? Finalement, on nous a dit qu'Alexis devait être emmené en hélicoptère à l'hôpital d'Annecy parce qu'il n'avait pas de place en neurologie à Lyon. Voilà, l'hélicoptère a encore mis du temps à arriver. Et voilà, Alexis est parti en hélicoptère et le médecin du SAMU je lui ai dit, mais on fait quoi? On rentre, on y va demain matin. Il m'a dit, je vous conseille de partir tout de suite. Donc, on est rentré chez nous. Nos deux enfants, on avait prévenu nos deux enfants, voilà, tout le monde nous attendait. Notre voisine était là et nous a dit, vous allez pas conduire, je vais réveiller Jean-Mi, notre voisin, donc qui va vous emmener. Voilà, il nous a emmenés à l'hôpital, donc dans la nuit. Notre fille Camille est venue avec nous. Dans la voiture, on était très inquiets avec mon mari. Notre voisin nous disait, oh mais non, mais vous inquiétez pas, Alexis il est jeune, ça va aller. Mais bon, voilà, le médecin du SAMU nous avait dit que les pupilles étaient très dilatées. On voyait qu'il était très inquiet. Voilà, on est arrivé à l'hôpital et on a suivi les flèches au sol dans les couloirs. Enfin, c'était un peu catastrophique et on nous a fait attendre un bon moment dans une salle d'attente. On a sonné plusieurs fois. Voilà, là c'est quand même extrêmement long et compliqué ces moments. Finalement, quelqu'un est venu nous chercher, nous a fait entrer dans une salle et le réanimateur est venu nous parler avec une infirmière, je crois. Voilà, on sentait que c'était compliqué pour lui, ce jeune médecin réanimateur. Ce qu'il avait à nous dire était compliqué et il a commencé à nous poser des questions, mais il voyait bien qu'il fallait en venir au fait et il nous a dit tout de suite que les scanners étaient partis ailleurs, dans d'autres hôpitaux et que tout le monde disait qu'il n'y avait plus rien à faire pour Alexis. Voilà, mon mari a tapé du poing sur la table, il a dit, mais je veux voir mon fils tout de suite. Et ce jeune médecin, il a fort bien fait, il s'est levé, il a rien dit, il a dit, suivez-moi. Voilà, je vous emmène voir votre fils. On sent bien, Catherine, dans votre récit, ce basculement d'une seconde à l'autre de vos vies, le chaos dans lequel vous avez été propulsés, et puis cette course contre la montre. Et à quel moment est-ce qu'il a été question du don d'organes alors? Il me semble que dans la nuit, j'ai abordé en premier le don d'organes parce que quelques mois auparavant, on avait regardé sur France 2, je crois, une émission sur le don d'organes en famille. On était tous les 5, c'était assez exceptionnel parce qu'Alexis sortait beaucoup. Le lendemain, on a déjeuné ensemble, ce qui était encore plus rare, tous les 5. On a parlé de cette émission et Alexis nous a dit, si ça m'arrive, vous donnez tout. Mon mari lui a dit, mais enfin Alex, il va pas t'arriver une chose pareille. Waouh, c'est dingue cette synchronicité. Alors, quoi qu'il en soit, je pense qu'on aurait fait son don d'organes parce que avec mon mari, on en avait déjà entendu parler. Moi, j'avais été confrontée à ça quand un ami de mon père avait fait une rupture d'anévrisme. Voilà, il y avait eu cette question, j'avais 17 ans à l'époque, je me rappelle, c'est la première fois où j'avais été confrontée au don d'organes. Et on était, je dirais qu'avec mon mari, sur ce point de vue, on fait partie d'une génération qui faisait confiance. Mes parents, moi, avaient très confiance dans la médecine, dans les médecins. Je me rappelle, le médecin de Fanny venait à la maison, il y avait des échanges, de vrais échanges. Donc je pense qu'on l'aurait fait. Et je me dis que finalement, c'est peut-être pas ça qui nous a incité à le faire parce que aujourd'hui, avec le recul, je me dis, Alexis avait 20 ans, il avait vu cette émission et à 20 ans, on a envie de sauver le monde, évidemment. Oui, en tout cas, vous avez respecté ce qu'il vous avait dit quelque temps auparavant. Je crois que le problème, il est pas spécialement enfin, c'est important d'en parler en famille, mais quand ça survient, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte pour prendre cette décision. Comme quoi, par exemple? Je pense que quand on a eu une vie remplie d'amour, c'est plus facile. Même quand on a vécu des choses difficiles dans sa vie, quand on a eu de l'amour petit, je pense que c'est beaucoup plus facile de consentir à des décisions comme ça, d'accepter des décisions comme celle-ci. Ouais. Moi, j'ai reçu beaucoup d'amour et c'est évident que que c'est plus facile, je dirais, peut-être d'en donner à d'autres. Parce que c'est quand même un geste d'amour, ce don d'organes, pour des inconnus, voilà, des gens, on ne sait pas à qui vont les organes.
Il y a le fait d'en parler, qu'Alexis nous avait donné sa position, mais je pense que ça ne suffit pas. Il y a un tas de raisons qui entrent en compte dans ces décisions de don d'organes ou non d'ailleurs. Merci beaucoup de rappeler que cette décision est un acte d'amour finalement, c'est vrai. Et c'est sans doute même l'un des plus puissants puisque on permet à un ou une inconnue de poursuivre sa vie. Oui. Et je trouve ça vraiment intéressant que vous parliez de cette décision qui peut être conditionnée par différents facteurs, dont l'amour, dont on a été rempli dès sa plus tendre enfance, parce que ça favorise certainement l'empathie, la compassion, etc. Mais est-ce que cette réflexion, cette décision, dans une situation aussi catastrophique et à un moment de bouleversement total, quand on n'a pas eu d'échange avec le défunt sur le sujet, c'est compliqué. Vous avez accepté et respecté la décision d'Alexis? Alors, je dirais accepter... oui, il y a le fait que Alexis nous avait donné sa position. Il y a ce que je vous ai dit, que ça dépend de l'éducation qu'on a eue et la vie qu'on a menée, je pense. Alors après, je dirais les raisons plutôt qui poussent la population à refuser. Il y en a plein, il y en a des milliers, sûrement. Il y a déjà le fait que la population n'est pas assez informée et éduquée sur ce qu'est la mort cérébrale. Oui, est-ce que vous pourriez le rappeler aux personnes qui nous écoutent? C'est le cerveau qui est mort, le sang qui rentre plus dans le cerveau, qui ne peut qu'en sortir. Et ça, c'est pas expliqué aux gens. Et c'est extrêmement compliqué parce que vraiment, là, on a l'impression que notre proche dort. Oui, c'est vrai, c'est ultra important ce que vous dites sur la violence vécue entre ce que vous voyez, c'est-à-dire votre enfant qui a l'air, ou votre proche qui a l'air de dormir et dont le corps semble encore fonctionner normalement, même si c'est avec le soutien de machines, et le don d'organes. Et tout ça se télescope avec cette vision, quoi. Alexis, il avait il était un petit peu bleu vers l'œil, il avait aucune marque. C'était absolument incompréhensible que son cerveau soit mort, là, à le regarder. En plus, ils sont sur respirateur, donc ils semblent dormir. Il y a des infirmières qui viennent mettre des poches d'urine, changer des poches d'urine, qui viennent mettre des couvertures chauffantes. En fait, on prend grand soin de la personne parce qu'on prend soin de ses organes, mais c'est quand même complexe pour les familles. Ça, il faut absolument que ça soit mieux expliqué en amont aux gens. Cette mort cérébrale, c'est quand même quelque chose de très compliqué et ça interpelle longtemps. Moi, ça m'interpelle encore. J'ai beau intellectuellement comprendre ce qui s'est passé, Sur le coup, déjà, c'est très compliqué. Sur le coup, comme vous dites, on est complètement ailleurs, on est dans un autre monde. Mais après, il y a des questions qui reviennent longtemps après. Sur cette mort cérébrale, c'est pas quelque chose qu'on intègre comme ça. Donc nous, on est retourné après voir les radios pour comprendre, on comprenait toujours pas. Enfin, voilà, c'est pas si simple, quoi. Donc ça pèse énormément, je pense. Ouais. Il y a le fait que quand notre proche, il part au prélèvement d'organes, c'est pas un cadavre, je regrette, il est rose. On voit pas notre proche mourir, en fait. C'est très compliqué, ça. On voit pas la mort, quoi. Quand il part au prélèvement d'organes, on ne voit pas la mort. Vous avez l'impression qu'il va peut-être pouvoir se réveiller, que tout n'est pas perdu, et rien ne présentait les signes de la mort pour prélever des organes, c'est ça? Voilà, la mort encéphalique, on lit plein de la mort cérébrale, donc, et même si théoriquement on comprend bien ce que je vous dis, c'est pas simple à intégrer, quoi. Parce que on se dit toujours, mais et si, voilà, et si le cerveau était pas complètement détruit, voilà, et si un jour, il y a plein d'avancées en médecine, et si un jour on arrivait à faire quelque chose, vous voyez, c'est pas simple, c'est pas comme quand on est devant un cadavre et que le cœur est arrêté, que la personne est froide, qu'on constate par nous-mêmes la mort, là, on la constate pas, quoi. Catherine, pour revenir à ce moment où le corps de la personne défunte est emporté pour le prélèvement, comment ça se passe? Quand on l'emmène, vous quittez l'hôpital, il y a plus personne, là, voilà, là, on n'arrête pas de dire, nous, que là, il faut faire quelque chose, pour les familles. Et il part, donc, on l'emmène, on vous dit que c'est une opération comme une autre, qu'on va vous le rendre parfaitement, et vous retrouvez votre proche à la mort, quoi. Quand on le rend, nous, on le récupère, il est habillé, déjà. Je pense que c'est vrai que c'est extrêmement bien respecté, que le corps est très bien respecté, mais quand même, dans notre imaginaire, c'est extrêmement violent, un prélèvement d'organes. Après, c'est extrêmement violent de se dire qu'on a enlevé tous les organes de notre enfant, enfin, il existe 6 organes, donc, voilà, c'est pas rien. Il y a une ambivalence autour de ce don d'organes. C'est fantastique d'avoir sauvé 6 vies, mais quand même, ça reste,
dans notre imaginaire, violence au prélèvement d'organes. Il y a cette ambivalence qui perdure, peut-être pas pour tout le monde, je sais pas, mais pour moi, en tout cas, c'est sûr. Ce n'est pas si simple. Au retour de l'hôpital, il faut que les familles soient accompagnées, il faut qu'on réponde à leurs questionnements et qu'on les accompagne, qu'on puisse répondre à ces questions et qu'on puisse les conforter dans ce choix de don d'organes, parce qu'il faut que ça fasse sens pour tout le monde, pour toute la famille. Oui, ça paraît fou qu'il n'y ait pas de soutien à ce moment-là. Et c'est préconisé dans une étude qu'a fait Fanny Chenet, qui est une psychologue. Elle a fait toute une étude sur le manque d'accompagnement des familles et elle pointe le fait que certaines familles, effectivement, pourraient s'entraider, voilà, qu'il faudrait que ça soit un peu plus accessible, que quand les familles de donneurs quittent l'hôpital, on leur donne un peu plus de pistes pour contacter d'autres familles, vous voyez, voilà. En tout cas, Catherine, j'ai le sentiment que votre témoignage exprime vraiment très clairement à la fois l'aberration de la situation entre un mort dont on ne réalise pas la mort, un don d'organes rapide pour permettre le prélèvement, tout ça conjugué avec l'esseulement des familles une fois que le corps est rendu et qu'elles quittent l'hôpital. Parce que c'est un véritable cadeau qu'une famille fait pour sauver d'autres familles. D'ailleurs, ça ne sauve pas qu'une personne greffée. Lucie Dumont au Québec, la présidente de Chaîne de Vie, elle dit c'est une famille qui sauve d'autres familles. Parce qu'il n'y a pas qu'une personne greffée, il y a aussi toute sa famille autour. C'est vraiment des familles qui parlent à d'autres familles finalement. J'entends l'importance pour vous de l'adhésion de la famille à ce don d'organes post-mortem et ça apporte vraiment une piste de réflexion, je trouve, extrêmement précieuse. Alors, vous avez créé en 2016 l'association Aller la vie. Qu'est-ce qui a été moteur pour vous pour créer cette association ? Est-ce que c'était pour pouvoir trouver des réponses à vos questions ? Qu'est-ce qui vous a mobilisé au point de vous engager comme ça ? Alors, donc, on a créé cette association en 2016 parce que à l'époque, le petit copain de ma fille a dit on va faire un bal pour Alexis. On a fait ce bal et on a fait une petite conférence et à l'entrée, on a eu 500 personnes. Donc, on s'est dit il y a quelque chose à faire. Et j'avais rencontré une association sur le don d'organes. Mon idée en rencontrant cette association, moi, était de rencontrer des personnes greffées. C'était impossible, mais absolument impossible. C'était fondamental de savoir pour moi ce qui se passait de l'autre côté de la barrière. Et c'est toujours très important pour moi de rencontrer des personnes greffées, même de façon anonyme, parce qu'il y a un lien entre nous et qu'il faut que chaque partie entende ce que l'autre a à dire. Ça, c'est essentiel. Et donc, je voulais créer un groupe de parole, voilà, pour les familles de donneurs, mais aussi pour les personnes greffées. Et ça a été très compliqué, et c'est là où il faut que ça évolue. Ça a été facile de rencontrer des personnes greffées, parce qu'il y a plein d'associations de greffés. Ils se rencontrent lors des suivis de greffe, et puis il y en a qui sont patients partenaires. Donc ça, c'est un tissu associatif en France qui est très développé, Les associations de greffés, il y en a plein différents. Sauf que du côté des donneurs, ça a été beaucoup plus compliqué du côté des familles parce que donc on ne les connaît pas et les coordinations hospitalières sont très prudentes parce que elles ne veulent pas faire intrusion dans la vie des gens dans un moment de deuil. Elles pensent que ça peut beaucoup les perturber et que c'est pas le moment. Et je respecte tout à fait cette position. Seulement nous, on n'a aucun moyen de rencontrer ces familles. Donc on me dit « Ah, mais non, mais s'ils veulent, ils vont vous trouver sur les réseaux sociaux. » Mais ce n'est pas vrai, parce que les personnes qui sont dans mon groupe d'échange, ça fait depuis 2017 que je passe énormément de temps en communication pour essayer de rencontrer des familles de donneurs. C'est pas vrai qu'ils nous trouvent facilement, parce que c'est des gens peut-être qui sont dans la peine, qui n'osent pas, c'est beaucoup plus compliqué que pour une personne greffée d'aller à la rencontre des autres personnes greffées, je pense. Oui, on sait maintenant combien les groupes de parole, de rencontres sont ultra bénéfiques pour les personnes endeuillées. Et finalement, c'est vraiment un lieu de soins à part entière parce que ça permet d'être écouté, d'entendre l'expérience des autres et puis de se sentir moins seul pour affronter la réalité, en fait. Oui, au début, il y a des réticences, il y a des peurs. On a quand même des familles dans ce groupe d'échange, donc. Et après, ça disparaît, ça. Les gens, au contraire, ils ont très envie de parler après. Au début, ils sont très prudents, je dirais. Voilà, il y en a qui parlent pas, les premiers groupes. Mais après, vraiment, c'est très important et c'est très soutenant d'échanger nos expériences. Voilà. Et ça permet, je pense, de créer plus de sens. Et alors, aussi d'échanger avec des personnes greffées qui viennent, évidemment. J'ai vu Sabrina qui pleurait parce que c'est la première fois qu'elle parlait à une personne greffée. Voilà, il y a de très beaux échanges après. Oui, là, on a cette spécificité de rencontre entre familles de donneurs, mais aussi l'occasion d'échanger avec des personnes greffées. Et je trouve que c'est vraiment beau d'offrir cet espace-là aussi.
Parce que c'est vrai que les receveurs, les greffés, pour eux, la vie continue, alors que pour les familles, c'est un chemin de deuil avec tous les questionnements sur lesquels vous nous avez éclairé depuis le début de notre échange, et puis qu'il est nécessaire d'accompagner, quoi. Oui, ce don d'organes, il nous porte beaucoup au début. Mais il y a même des études québécoises qui ont été faites pour dire qu'il peut quand même, il peut cacher cette partie du deuil et la décaler finalement. Ça complexifie un peu quand même, il faut le reconnaître. C'est toujours cette ambivalence. Ouais. Ça nous porte de savoir que notre enfant a sauvé des vies, mais en même temps, il faut pas que ça occulte ce deuil. Il faut que le deuil il puisse se dérouler. C'est peut-être pour ça la crainte des coordinatrices. Mais je pense pas que ça. Mais c'est quand même très important qu'il y ait des échanges entre familles, qu'on puisse partager nos expériences, comme vous dites, pour finalement l'accompagner ce deuil et le reconnaître. Il faut pas cacher. Voilà, on a quand même le sentiment que quand on parle du don d'organes, on ne parle que de la partie greffée et qu'il y a toute une partie finalement qui est un peu tue. Il ne faut pas cacher ce qui se passe, cette souffrance du côté des familles de donneurs et il faut pas cacher qu'un prélèvement, c'est quand même quelque chose qui heurte certaines personnes parce que dans l'intégrité du cœur, quoi, du corps, c'est quand même prélever des organes sur un mort, quoi. C'est pas dans notre culture et c'est quand même pas rien. Et on peut pas dire que c'est quelque chose qui se passe comme ça, qui nous pose pas de questions, même quand on accepte un don d'organes. Je regrette, ça questionne quand même. Mm. Moi, je me questionne toujours à ce sujet. Il faut pas cacher ça, il faut débattre de ça, je pense publiquement. Il faut pas se voiler la face. Voilà, il faut aussi donner la part, donner sa valeur au non. Hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter ça. Il faut pas culpabiliser ça parce que quand même, il y a une forte pression sur la transplantation qui est assez culpabilisante finalement pour les gens qui sont pas d'accord. Hein. Mm. D'ailleurs, vous voyez qu'on est tous donneurs présumés alors que personne n'en parle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être donneur présumé alors que personne n'en parle? Ouais, il y a un grand manque d'informations. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, je parlais avec un ingénieur du son qui connaissait pas le podcast et on parlait justement des épisodes sur le don d'organes post-mortem. Et lui, il me disait que comme on est tous supposés donneurs, et c'est vrai que c'est la communication officielle, hein, donc ça, les gens l'ont intégré, il se demandait où était le problème. Et je lui ai dit que les centres de prélèvement vérifiaient systématiquement la position du défunt sur le don d'organes avec les proches, et d'où la nécessité d'en parler, parce que ce sont les proches qui valident ou pas l'option du don finalement. Oui, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Effectivement, les médecins vont rechercher la non-opposition de la personne décédée. Oui, c'est ça, la non-opposition, c'est plus juste. D'où l'importance d'en parler avec ses proches, effectivement. Mais parfois, je pense que même en parlant, pour certaines familles, ce n'est pas possible parce qu'il faut se mettre à la place des familles qui vivent ça. On est dans un autre monde et parfois, ce n'est pas possible qu'on touche au corps de notre enfant. Oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a pas longtemps, justement, on discutait de ça et ce monsieur me disait, mais moi, je serais d'accord pour donner mes organes, mais je ne pourrais pas aller au cimetière et penser que le corps de mon enfant est éparpillé. Voilà. Il y a des fois, je pense que pour certaines personnes, ce n'est pas entendable, ce n'est pas possible, et qu'il faut respecter ça. C'est pas, voilà. Et pour changer les peurs, les a priori, faut absolument en parler plus dans l'espace public, c'est sûr. Oui. Je pense qu'il faut beaucoup en parler dans l'opinion publique, effectivement. Il faut mettre ça sur la place publique. Il faut qu'il y ait des conférences, des échanges, et ça fera, voilà, évoluer les choses dans un sens ou dans un autre. D'où l'importance de parler de votre position, de la position de chacun, chacune, et de débattre, de sensibiliser. Oui. Je pense qu'en parler sereinement, comme on le dit, hein, dans des conférences, mais aussi peut-être plus avec les médecins de famille qui sont proches des gens et qui vont peut-être mieux trouver les mots quand on n'est pas dans ces circonstances tragiques, pour commencer à expliquer voilà, la mort cérébrale, comment ça se passe un prélèvement d'organes, et ainsi de suite. Oui, il serait a priori l'un des relais les plus justifiés, c'est vrai. Mais oui, et surtout, il y a toute cette partie, alors bon, là, je prends un peu ma casquette d'enseignante, il y a toute cette partie d'éducation auprès des jeunes, alors peut-être pas chez les petits, hein, quoique, par exemple, au Québec, chaîne de vie, donc, en fait, Lucie Dumont était conseillère pédagogique en anglais, prof d'anglais, et elle a fait tout un package. C'est une séquence pédagogique, hein, là, ce n'est pas que de la sensibilisation, c'est vraiment une séquence pédagogique en anglais. Elle forme les profs d'anglais sur le don d'organes et sur cette séquence, elle leur remet entre les mains un classeur, une clé USB
où ils partent vraiment d'exemples concrets, hein, et puis ils parcourent un peu toute la chaîne du don d'organes. Il y a des médecins qui interviennent parfois, voilà, il y a des familles de donneurs qui viennent témoigner, des greffés, et c'est plus que de la sensibilisation, c'est vraiment de l'éducation, avec à la clé une évaluation, là en anglais, hein. Ah, ok. Et ça a plus d'impact, ça, que de simples sensibilisations ponctuelles, je pense, auprès des jeunes. Et c'est important, je pense, que ça soit fait par leurs professeurs, parce que c'est ceux qui les connaissent le mieux, qui passent toute l'année avec eux. Je pense que ça a plus d'impact. Le gouvernement québécois, je pense, est en train quand même de regarder de très près ce programme-là, hein. Et je pense qu'on devrait aller vers ça en France, hein, mais c'est pas simple, hein, ça c'est sûr. Ah vu tous les sujets dont les enseignants doivent se saisir et la frilosité de l'éducation nationale sur ces sujets-là, c'est sûr que c'est pas simple. Mais bon, c'est aussi grâce à des personnes comme vous que les lignes pourront peut-être bouger un jour, hein. Ça viendra peut-être un jour, puisque quand même dans l'éducation, l'éducation à la santé est un gros pavé maintenant, hein, qui doit être développé partout dans les établissements scolaires, hein, en primaire comme dans le secondaire comme dans les lycées. Et moi, je pense aussi qu'il faut faire vraiment de la prévention. Alors, c'est ce que je fais cette année avec mes petits élèves, hein. On a travaillé sur le corps et la santé, parce que je me dis que il faut leur apprendre finalement quand même à prendre soin d'eux, parce que je constate que les listes de greffés s'allongent de manière exponentielle et qu'il faut qu'on incite les gens à prendre plus soin d'eux, parce qu'il y a plein de maladies là qui se développent et ça fait qu'augmenter les listes d'attente de greffe. Voilà, on arrive à une situation quand même compliquée. Voilà, ça met beaucoup de pression sur la transplantation. Ouais. Alors, il y a ce problème du refus, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a un gros problème, d'organisation dans les hôpitaux, hein, par rapport au don d'organes. Parce que, ils ont pas assez de salles d'opération, parce que les médecins, ils sont pas tous assez bien formés. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que le refus. On met beaucoup de pression sur ce refus des familles, hein, alors que c'est loin d'être la seule raison, à mon avis, qui empêche des prélèvements d'organes. Il y a beaucoup d'autres raisons, beaucoup plus compliquées. On ne peut pas mettre la cause sur ce refus des familles, et en plus, on les culpabilise. Donc, pour moi, c'est catastrophique d'insister sur ce refus des familles. Eh oui, plus de maladies, plus de besoins, avec tous les problèmes que ça pose dont vous venez de nous parler, hein. J'entends bien votre mobilisation et votre exaspération à l'égard de la communication officielle qui culpabilise trop les familles selon vous. Et pour revenir à elles justement, sur leurs besoins, qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer ? Pour ma part, bien sûr, en tant que famille de donneurs, vraiment, je pense qu'il faut développer l'accompagnement de ces réseaux-là de familles de donneurs. Il faut donner la possibilité aux gens de se rencontrer, d'échanger. Et d'ailleurs, ça peut être les familles peuvent être les meilleurs ambassadeurs du don d'organes d'ailleurs. Et je pense que vraiment, il faut... Alors, en réanimation, il y a un personnel formidable, hein. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire, notamment au niveau des rituels. Je pense qu'il faudrait mettre en place plus de rituels autour d'accompagner la mort, là, cette mort cérébrale. Je pense que là, il y a des manques, hein. En fait, il faudrait consulter les familles et co-construire avec elles pour créer des rituels les plus justes possibles. Est-ce que vous avez déjà des idées à ce sujet-là ? Il y a quelque chose qui marche pas bien, c'est que les personnes greffées peuvent écrire une lettre à l'agent de biomédecine qui est anonymée pour remercier les familles. Mais je sais pas, je vois pas circuler beaucoup de ces lettres, voilà. Je connais pas beaucoup de personnes qui en ont reçu, moi, voilà. Alors parfois les coordinatrices disent qu'elles en reçoivent, qu'elles en font passer, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on a créé un projet qui s'appelle l'Arbre de vie. On dépose des cartes dans les services de suivi de greffe pour que les personnes greffées nous mettent des remerciements anonymes à la vie, aux familles, aux donneurs. Et avec ça, on fait des affiches de sensibilisation parce que ces mots, c'est très important quand même. Et oui, c'est des mots qui viennent du cœur et donc ça ne peut que toucher. Et vous, Catherine, est-ce qu'il y a une démarche que vous n'avez pas encore faite qui vous tient à cœur, justement ? Oui. Je vais demander des nouvelles aux receveurs d'Alexis, aux 6 receveurs d'Alexis. Je crois que moi, je vais envoyer une lettre qui sera anonymée, voilà, pour savoir comment ils vont, ce qu'ils font dans la vie. Voilà, c'est des choses qui me questionnent maintenant. J'ai mis longtemps, hein, moi. Et je pense que les personnes greffées, c'est pareil, il leur faut du temps, mais il y a un moment, il faut que les choses s'expriment, je pense. Et là où on a beaucoup de progrès à faire aussi, hein, sans doute. Et comme vous le dites, ça peut prendre du temps, le temps du deuil, le temps du deuil de chacun, de chacune, de l'élaboration de ce deuil particulier. Mais alors, je comprends pas, à qui vous envoyez cette lettre puisqu'elle est anonyme? Comment ça peut parvenir au greffé? Les personnes greffées peuvent envoyer une lettre à l'agent de biomédecine qui doit la faire suivre à la famille du donneur. Mais je peux le faire aussi, je pense que je vais le faire.
moi, en tant que famille de donneur, je peux envoyer une lettre à l'agence de biomédecine en demandant de l'envoyer aussi receveur d'Alexis. Ah d'accord, c'est par l'agence de biomédecine. Bon, je donnerai le contact de l'agence en fin d'épisode alors. Et je comprends que c'est une démarche qui peut aider dans votre deuil et donner du sens, c'est ça? Oui, oui, pour que tout ça, ça prenne sens, pour que tout ça, ça prenne plus de sens, quoi. Il y a de beaux échanges. J'en ai vu quelques-unes au Québec qui circulent, mais il y en a aussi en France, hein, mais personnellement, je n'en ai jamais vu autour de moi. Parce que c'est pas rien, un don d'organes pour une famille, c'est pas rien. C'est pas rien pour une famille qui reçoit et c'est pas rien pour une famille qui accepte un don, qui consent un don. Ouais, cette capsule participera peut-être à développer aussi cette pratique. Si ça peut aider les familles et les greffés, ce serait formidable. Alors Catherine, vous nous avez parlé plusieurs fois du Québec et notamment de Lucie Dumont, sa fondatrice et présidente, qui s'investit elle aussi sans relâche, on l'a compris, dans la cause du don d'organes et de tissus, notamment auprès des établissements scolaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors avec Lucie, on échange beaucoup nos lectures. Justement, on a beaucoup lu toutes les deux de la sociologie, de la philosophie, voilà, autour de ça. Et elle fait beaucoup de recherches, elle m'envoie des mémoires. Enfin, on échange beaucoup nos lectures et puis nos points de vue aussi d'ailleurs. Et alors eux, chez Ndevi, font un défi tous les ans pour la Journée mondiale du don d'organes. Et il y a 3 ans, on a commencé à le faire en France à petite échelle. Donc on monte sur un sommet, c'est autour du 17 octobre, la Journée mondiale du don d'organes. On monte sur un sommet, on participe au défi chez Ndevi et ils nous mettent la France sur leur carte. Ils font des cartes là sur leur site et ils nous mettent voilà où on est monté. C'est un peu symbolique. Et puis vous m'avez parlé aussi d'un documentaire auquel vous participez. Alors, ce documentaire, il est né parce que Lucie Dumont, au Québec, elle est aussi guide de montagne avec son amie. Et Lucie a fait traverser la Gaspésie à Katia Chapoutier, qui est donc la journaliste qui sera réalisatrice de ce documentaire. Donc, c'est France 3 qui le produira. Et Lucie avait fait traverser la Gaspésie à Katia. Puis un jour, elle m'a dit, si quelqu'un peut t'aider en France à parler des familles de donneurs, c'est Katia Chapoutier, parce que Katia a fait le documentaire La vie après le suicide d'un proche. Voilà, parce qu'elle a une sœur qui s'est suicidée, elle a été confrontée à cette problématique et elle a voulu, pareil, faire partie d'un groupe de parole et développer quelque chose là autour. Donc j'ai rencontré Katia, elle m'a répondu tout de suite, je lui ai mis un mail, on s'est rencontrés. Voilà, elle m'a dit, oui, tu as raison, là il y a quelque chose qui se joue pour les familles et c'est important d'en parler. Et donc on va faire un film, autour des familles de donneurs. Formidable, donc si j'ai bien compris, c'est un documentaire qui se tourne en France et au Québec. Et au Québec, elle a interviewé un médecin qui a fondé la mission Marcelet pour accompagner les familles, pendant et après, parce que lui, il les connaît puisqu'il est médecin réanimateur, donc il connaît les familles, lui. Et lui, il a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait un manque là, de ce côté-là. Ah voilà, peut-être que cet exemple-là va pouvoir faire surgir de nouvelles initiatives pour créer des relais. On aimerait que du côté de la santé, on reconnaisse qu'il y a un besoin d'échange entre les familles, qu'on nous facilite la vie pour créer des relais, comme vous dites. On ne sait pas comment encore, mais il faudrait un petit peu finalement institutionnaliser ces groupes d'échange, que ça existe vraiment, que ça puisse perdurer. Parce que là, nous, on le fait vivre depuis 2017 dans notre région, mais je pense qu'il y a sans doute des besoins ailleurs et ça permettrait de faire entendre la voix des familles qui finalement est peu entendue parce qu'il y a peu d'associations de familles de donneurs. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives dont vous avez eu écho qui vont dans ce sens ? Oui, il y a une action qui est faite par Julien Rogier, qui est un médecin réanimateur à l'hôpital de Bordeaux. Dans son service, donc lui, ils font une enquête. Ils envoient des questionnaires aux familles de donneurs d'organes quand ils ont quitté les hôpitaux pour repérer les deuils pathologiques. Et les deuils pathologiques, ils les mettent en lien avec un service de psychothérapie. Voilà, ils essayent quand même, par le biais du médecin généraliste, ils essayent de créer des ponts. Il a d'ailleurs eu un prix pour cette action. Et lui, dans son hôpital, tous les ans, il réunit les familles de donneurs. Il faut une soirée où ils peuvent échanger. Voilà. Je pense que ça, il faudrait que ça se généralise. Bon, eh bien, j'espère que cette capsule parviendra à des familles de donneurs qui pourront se faire connaître auprès de votre association pour créer ce maillage dont vous nous avez parlé et les soutenir les autres familles endeuillées partout où elles se trouvent.
On est en train de faire un travail dans le département de l'Ain, là, sur le deuil. On est en train de tisser un réseau. Et effectivement, le don d'organes, ça sera une spécificité de ce réseau. Parce qu'il n'y a pas que dans le don d'organes, où il y a manque d'accompagnement. Là, on est en train d'essayer de créer tout un réseau sur le deuil. Et petit à petit, voilà, ça va engranger des actions et ça nous permettra aussi d'avancer, nous. Alors, nous arrivons au terme de notre discussion. Catherine, est-ce que vous pouvez nous donner déjà le site de votre association pour les auditrices et les auditeurs qui aimeraient vous contacter ? www.allelavie.fr. Voilà, il y a dessus, ils peuvent nous mettre un message, contact@allelavie.fr. Voilà, tout simplement. Et puis on a une page Facebook, Alexis, une énergie pour la vie. Formidable. Eh bien, j'espère que cet entretien engagé vous aura sensibilisé aux dons d'organes et de tissus post-mortem et à ce que peuvent vivre les familles de donneurs durant leur deuil. Donc, si vous connaissez des familles qui pourraient être intéressées pour faire partie du réseau dont nous a parlé Catherine, n'hésitez pas à partager cet épisode en France, au Québec et partout dans le monde francophone, bien évidemment. Vous pouvez retrouver l'association Chaîne de Vie sur le site chaînedevie.org et l'agence de biomédecine sur le site agence-biomédecine.fr. Et n'hésitez pas à écouter ou réécouter ou partager les 4 épisodes consacrés aux dons d'organes et de tissus post-mortem qui sont les épisodes 29, 30, 31 et 32. Merci beaucoup Catherine. Mais c'est moi qui vous remercie. Au revoir. À bientôt. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.